Dans les gorges de Nouaille, entre Lauds et Moutier-Haute-Pierre, Courbet jeta son sac et se déshabilla. D'un geste lent, genoux fléchis, tête baissée, les deux mains saisissant du col par-dessus les épaules, il ôta sa chemise. Un pied déchaussa l'autre. Déboutonné, les pantalons s'effondrèrent comme un paquet de tripes. Il avança tout nu, ayant cette nudité moindre atténuée des gens gros, et se jeta dans une sente mêlée de cailloux avec des enjambements de ronces, des racines déterrées, la dévala comme s'il avait encore aux pieds ses galoches. Ordinaire, tout habillé, le suivit sans réfléchir. Glissa, tomba sur les fesses, jura, se fit mordre les mains par l'ortie aux dents fines. Furieux de s'être sali, il regagna le bord de la route, où d'ailleurs il n'aurait pas voulu laisser les sacs. Courbet sauta dans l'eau à la façon d'un cheval, le nez en l'air et la poitrine en avant. L'orage de la veille avait grossi la rivière qu'un encaissement de roches faisait tonique en toute saison. L'exultation du corps, passé le premier froid, et un bonheur silencieux dont on serait la coupe, ce bonheur qui fait pousser un cri un peu américain, jeune et viril, pour jouir encore mieux du silence, passer l'écho, et sourire à hauteur de libellule. Là-haut, sur la falaise, de l'autre rive, il y a des branches comme des bras qui font signe. Après l'avoir tiré, perdu, piétiné, ils poussaient à présent leur ombre devant eux. Et le spectacle en était si baroque et caricatural qu'ils en rirent de bon cœur. Courbet remuait les bras, Ordinaire écartait les genoux. Clopinant, on eût dit une gravure de Granville. Un charançon à trois pattes replait, aux antennes disparates, et un criquet auquel ne manquait qu'un violon pour démarrer la fable. Sous la lumière mûre d'une fin d'après-midi, la route flatte le promeneur, lui fait des après-vous de jardinier du roi. Le pays s'ouvre en livre d'heures. Cette lumière dorée allège la fatigue, rend désirable le pas d'après, et les suivants jusqu'à ce que ce bouquet d'arbres et encore ce talus, ce pont en contrebas. Voici déjà le carrefour de la Main. Besançon à gauche, Pontarlier à droite, et tout droit le chemin herbu en son milieu de l'auberge de Lavrine. Le lieu du rendez-vous. Ordinaire avait repris son air conspirateur. Alors Courbet lui dit « Nous allons boire ». En février, tandis qu'il était à Ornans et peignait 5 toiles par jour avec Cherubino Pata, Courbet avait écrit à Jules Castagnari, son propagateur. « Laissons marcher. La situation est magnifique. Il sera toujours temps pour moi de foutre le camp. » Il était plus que temps. Le lendemain matin, 23 juillet 1873, une voiture de louage se présenta, rideau baissé. En dépit de l'été sonnant, le cocher était enveloppé dans un cache-poussière. Son galurin de toile cirée se fendillait à tous les plis. Le charançon et le criquet sortirent sur le perron de l'auberge. La portière de la voiture fut vivement poussée par une bottine. Sous un chapeau sans ruban ni fleurs brillaient les yeux de Lydie Joliclair, amie de cœur, ordinairement prudente et raisonnable, mais prête à tout pour l'amour de quelques hommes. Courbet ouvrit les bras et elle s'y jeta. Elle murmura « Bonjour, Courbet ». Et par-dessus son épaule, elle adressa un regard de connivence au jeune Ordinaire, haussant à peine les sourcils, comme pour lui dire « Quel ami nous avons ». Les chevaux frémissaient d'impatience, frais comme l'œil. On roula. La pénombre rougie par le velours donnait à la scène une couleur enfantine, celle d'un cache-cache où le plus petit finit par s'endormir. Le cocher était à son affaire. Après avoir contourné Pontarlier par des chemins de ferme, il reprit la grande route jusqu'au fort de Joux, puis aussitôt à gauche, monta en direction des Verrières, tandis qu'une rivière dite la Morte courait dans l'autre sens. Le point de passage se ferait sous la domination du Grand Taureau, la même où avaient déferlé 2 ans plus tôt, en hiver, les 87 000 soldats défaits de l'armée de l'Est qui traînaient le brancard de leur général, Charles-Denis Bourbaki, à moitié suicidé. Rapport de police daté Paris, le 25 août 1873. Courbet a quitté Ornans, il cherche à établir une installation sur la frontière la plus proche de son pays et se met à l'abri pour le futur procès de la Colonne. L'homme qui venait de franchir la frontière ce 23 juillet 1873 était un homme mort et la police n'en savait rien.
Peu de temps avant son départ, il avait écrit « Aujourd'hui, j'appartiens nettement, tout frais payé, à la classe des hommes qui sont morts, hommes de cœur et dévoués sans intérêts égoïstes à la République et à l'égalité. Tout ferait payer, ça veut dire j'ai casqué recta. Il n'y a pas de princesse dans les parages. » L'Holocauste écœurant dans lequel furent jetés la commune et les communards avait tant et si bien frappé Courbet qu'il se rangeait dorénavant parmi la classe des hommes qui sont morts. En d'autres mots, il est sorti du grand chantage. Il a quitté la piste où prévalent les sornettes de la timbale à décrocher, de la marmite à rétamer, de l'honneur à tenir plus blanc que blanc au milieu du carnage, de la santé qui fait que tout va quand ça va. Il a balancé la dragée haute et le reste. Il s'est accordé d'être aveugle aux affiches, sourd aux fifres. À la façon des morts, il s'est arrangé un passage dans un autre monde, et le premier venu a fait l'affaire. C'est un homme mort qui fera l'amour avant 8 jours. Passé la frontière, Courbet ne cessa ni son industrie, la peinture à l'huile, principalement travaillée au couteau à palette, ni le plus grand plaisir de sa vie. Il s'est baigné dans tous les courants, ruisseaux, fleuves et lacs, qui n'étaient pas saisis par le gel ou annulés par la sécheresse. En septembre, il séjourna à Neuchâtel, puis se rendit à Genève où vivaient les 2/3 de la proscription, soit 500 communards, dont Cluseret, Piat, Rochefort. Avec son bout de lac en cravate de pierre, avec sa campagne tout aussitôt française, Genève fut un repoussoir. Elle était trop politicienne. Loin des forêts, la fumée stagnait sous les plafonds bas. Le dimanche 29 mars 1814, Courbet se tient sur la scène d'un théâtre de Genève. Il chante. Il est membre de la chorale de Vevey et il chante sur la scène en s'appliquant. Avec son coffre et sa bedaine, avec sa barbe de sapeur, on l'aurait attendu, on l'aurait cherché au pupitre des basses. Or, il avait une voix de tête, c'est-à-dire qu'il chantait dans les aigus. Il est donc à cet endroit du cœur où sont ensemble les hommes et les femmes. Partout où il a vécu, même très peu de temps, Courbet s'est mêlé aux sociétés les plus diverses. Il participait. Il s'inscrivait dans les jours de ses semblables en faisant les mêmes choses qu'eux. Il se prêtait aux farces et aux calembredaines. Il battait la mesure et fredonnait s'il ne connaissait pas les paroles. Courbet préférait ne pas parler de la commune. Lui qui s'était sa vie durant roulé dans la vantardise, les sbroufs, à tout propos, fanfaron et m'as-tu vu mon coco, jamais on ne l'entendit faire l'ancien combattant. La commune était dans son cœur comme un amour défunt. Un soir pourtant, il avait questionné Morel, parce qu'il brûlait de savoir si l'on avait vécu les mêmes choses à Marseille qu'à Paris. Alexandre évoqua des combats terribles, une tension partout de cordes d'arbalète, l'odeur de la poudre dans celle de la mer, et cette violence ahurissante du canon en pleine ville, abattant des maisons. Les Versaillais du Midi, depuis le fortin de Notre-Dame de la Garde, avaient fait bombarder la préfecture et les quartiers clos de barricades. La commune libre de Marseille avait duré 12 jours. Alexandre décrivit les derniers affrontements, la façon dont les tués semblaient surpris, mal préparés à devenir des cadavres. Il raconta sa fuite avec Marie. Il parlait avec fièvre et Courbet ne cachait pas son impatience. « Ce n'est pas ça de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on y avait été aussi parfaitement heureux qu'à Paris, même quelques instants ?» Voilà ce qu'il voulait savoir. Et Morel eut d'abord un air de ne pas comprendre, puis un air incrédule, les épaules levées. On en resta là. Le témoignage de Courbet, son trésor, était déjà irrecevable. En 1869, alors qu'il venait d'enterrer son ami Max Buchon, il avait formulé ainsi son espoir politique. « Si nous arrivons à la liberté, nous établirons la révolution. » Les imbéciles se sont foutus de lui parce que, pensait-il, c'était mettre la charrue avant les bœufs. Car les imbéciles, et notamment les professionnels du changement de régime, les radicaux, les socialistes, les fameux amis du peuple, ont tout à perdre de ce progrès que l'on pourrait faire un jour. Ne plus attendre la liberté comme un sucre, mais la découvrir en soi, la reconnaître derrière les apparences parfois, d'une force combattue, haïe peut-être, que l'on prenait pour un ennemi de plus. Les cadavres et les marionnettes peuvent renverser les rois, les colonnes, les généraux. On leur fera déblayer les gravats.
Courbet porte témoignage de la joie révolutionnaire, de la joie de l'homme qui se gouverne lui-même, et c'est une source vive. Il chérissait le souvenir des heures de la Commune où le gros ver de la peur enfin creva sous le talon des femmes en cheveux, des hommes en bras de chemise et des enfants sur lesquels chacun veillait. L'égoïsme et l'indifférence n'étaient pas à la fête, on était très heureux, vivants, lestés de confiance et de fatigue. Depuis Charenton, le 30 avril 1871, il avait écrit à ses parents. Malgré tout ce tourment de tête et de compréhension d'affaires sociales auxquelles je n'étais pas habitué, je suis dans l'enchantement. Paris est un vrai paradis. Point de police, point de sottise, point d'exaction d'aucune sorte, point de dispute. Paris va tout seul comme sur des roulettes. Il faudrait pouvoir rester toujours comme cela. En un mot, c'est un vrai ravissement. Tous les corps d'État se sont établis en fédération et s'appartiennent. Courbet plongeait son visage dans la nature, les yeux, les lèvres, le nez, les deux mains, au risque de s'égarer peut-être, au risque surtout d'être ébloui, ravi, soulevé, délivré de lui-même, arraché à son isolement de créature et projeté, dispersé, incorporé au grand tout. Au premier pas dans la forêt profonde, on pressent qu'il n'y a pas d'autre côté. Fond de nuit, fond des corps, fond des bois, on ne s'enfonce que dans la profondeur elle-même. Et la chose formidable que l'on cherche est partout. Il arrive qu'on la touche du doigt, sans y voir tout à fait, sans être certain, à la façon d'un pêcheur à main nue qui sent le ventre d'une truite à l'instant même où elle s'échappe.